Du coup, comme on a présenté, donc moi c'est Jonathan, je suis développeur Java et à la base je suis développeur Scala. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un langage orienté objet et fonctionnel sur la JVM. Donc j'ai 5 ans d'expérience en fonctionnel et un petit peu du coup d'expérience en objet, un petit peu moins. Donc ça va peut-être se voir aujourd'hui, mais bon, vous pourrez me poser des questions là-dessus plus tard. Du coup, aujourd'hui, on va parler de programmation fonctionnelle. Aujourd'hui, le talk, le but, c'est on est vraiment sur les bases. On veut parler des notions de base. On va rester éloigné des termes assez compliqués qui viennent des mathématiques autour de la programmation fonctionnelle. On va d'abord, du coup, je vais quand même donner un petit peu des définitions pour qu'on sache exactement de quoi on parle quand on parle de programme fonctionnel. Ensuite, donc on va parler de la librairie vav.io, donc une librairie en Java qui nous aide à faire de la programmation fonctionnelle du coup en Java. Et enfin, on va faire une petite partie live coding où on va essayer de mettre en pratique les principes qu'on aura vu avant. Et voilà, ça nous permettra d'expérimenter tout ça. C'est cool? Let's go. Let's go, let's go. Alors, un programme fonctionnel. Donc un programme fonctionnel, donc on va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a quand même un petit peu des gros mots à sortir au début. Un programme purement fonctionnel, c'est un programme qui est déterministe, qui est total et qui est pur. Qu'est-ce qu'on entend par là? Un programme déterministe, je pense que vous avez déjà dû entendre parler de ça, c'est un programme où pour une entrée donnée, on aura toujours la même sortie. Par exemple, si j'ai une fonction plus 1, je lui passe 5 en entrée, j'aurai toujours 6 en sortie. Ça, je le sais. L'intérêt de ça, c'est du coup d'avoir de la prévisibilité de notre programme et de pouvoir anticiper comment il va se comporter. Ensuite, une autre propriété, la totalité. Là, ça veut dire que pour n'importe quelle valeur que je vais passer à une fonction, j'aurai toujours une valeur en sortie. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est par exemple si j'exécute une fonction, par exemple la fonction diviser, si j'essaye de diviser par 0, on n'aura pas de valeur en retour, on aura une exception. Et du coup, l'intérêt d'avoir des programmes totaux, pareil, on essaye d'avoir des programmes qui sont prévisibles et on essaie de comprendre ce qui va se passer. Et enfin, des programmes purs, c'est des programmes où on n'a pas d'effet de bord. Donc quand on parle d'effet de bord, on parle de changer l'état d'une variable, on parle de faire des accès en base de données, on parle de faire un call API sur un réseau. Donc c'est tous des effets où on va changer l'état et on va en parler au fil de la discussion. Mais l'intérêt de ne pas changer d'état, pareil, des programmes beaucoup plus prévisibles et d'avoir des programmes plus simples à comprendre et plus simples à gérer et du coup plus simples à débugger. Ok. Notre petite définition, les fonctions de premier ordre. Donc ça, c'est un mot un petit peu galvaudé pour dire que quand on est dans un langage fonctionnel, une fonction peut être assignée à une variable. Donc ça, d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé. Java, est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce qu'il y en a déjà ici qui ont fait du Java, enfin du fonctionnel en Java, par exemple, voilà, qui ont utilisé des optionnables, qui utilisent des fonctions map, filter, reduce. Ça parle à des gens? Allez-y, oui, levez la main, levez la main. Ok, donc une bonne moitié, mais du coup il y en a certains. Et les autres, la programmation fonctionnelle, jamais entendu parler? Ok, ok. Du coup, là je disais ça, donc les fonctions peuvent être assignées une variable, donc ça quelque chose qui est arrivé dans Java 8. Donc il y a des choses que je vais expliquer qu'on peut déjà les faire en Java. Vav rajoute des features, mais il y en a pas mal qu'on peut déjà faire. Donc à s'assigner une variable, une fonction peut retourner une autre fonction, et une fonction peut être passée en paramètre d'une autre fonction. Et du coup, là, il y a une petite liste un petit peu galvaudée pour faire un peu les malins. Où, on a beaucoup en Java, on aime bien les design patterns. Et quand on essaye de faire la même chose en programmation fonctionnelle, on se rend compte qu'en fait, qu'on utilise fonction. C'est toujours des fonctions. Tout est tourné autour des fonctions et de la composabilité de ces fonctions. Mais ça, je vais vous l'expliquer petit à petit. Ok. Nouveau principe, mutabilité, immutabilité. Du coup, là, on a un petit programme. Donc une classe personne qui a un nom et un âge. Donc je crée ma variable personne. Je la passe à une fonction qui s'appelle process personne. Je ne sais pas ce que ça fait. Et derrière, j'essaye d'afficher l'âge de la personne. Est-ce que quelqu'un sait me dire quel sera l'âge, quelle sera la valeur qui sera affichée? Qui est-ce qui se lance? Vous savez pas? Qui est-ce qui sait pas? Pourquoi on ne sait pas? Bah ouais, parce qu'en fait, là en Java, en général, quand on code son programme, on a des variables qu'on appelle mutables. C'est-à-dire qu'on peut changer l'état de nos variables. Là ici, quand j'ai créé ma variable personne, j'avais mis un âge de 24 ans,
mais je ne sais pas si dans process_person, par exemple, peut-être que process_person, c'est, elle a eu son anniversaire, maintenant c'est 25, on n'en sait rien. Et du coup, l'intérêt, l'immutabilité, ça va être l'inverse. C'est nos variables, elles ont un état et qui ne pourra pas changer. Donc là, si par exemple la classe personne c'était une classe immutable, p.h, je pourrais répondre que ça fait 24. Donc toujours pareil, je vais un peu répéter les mêmes choses parce que c'est les principes et qui reviennent un peu toujours. Mais c'est l'intérêt, du coup là, comme j'ai pas d'état, j'ai pas besoin de m'inquiéter de l'état de ma variable p, puisque je sais quel état est là. Et du coup, je peux plus facilement comprendre ce que va faire mon programme. Voilà, donc ça c'est un peu ce que j'ai expliqué. Simplifie la compréhension de l'état d'un programme. Permet aussi d'éviter les effets de bord, donc ça j'en ai parlé. Si on change l'état d'une variable à des moments, on peut avoir des surprises. Et ça simplifie aussi les problèmes de concurrence entre les threads. Donc ça c'est un petit peu plus concret. Ou si parfois ça peut vous arriver de partager une variable à laquelle on peut accéder entre deux threads, des fois on peut avoir des problèmes de concurrence, ou si un thread modifie cette variable, et l'autre il va s'attendre à avoir une valeur, en fait c'est pas la bonne, et on peut avoir des soucis. Là ma variable c'est simple, je peux pas changer sa valeur. Donc je sais que c'est en lecture seule, je sais que j'aurai pas ce problème là. Ok. Donc là, avec cette diapo là, on va plutôt parler sur quel est le changement en fait de réflexion quand on essaye d'écrire son programme en fonctionnel. Quand on fait de l'orienté objet en Java, on a une façon d'écrire qu'on appelle procédural. Donc quand on écrit un programme en procédural, on va expliquer comment on fait les choses. On va expliquer les étapes d'une démarche en allant petit à petit. Là, j'ai deux fois la même fonction à l'écran. La increment, donc c'est une fonction qui va simplement prendre une liste et ajouter +1 à chaque élément de la liste. Si je le fais de manière classique en Java, comme on a appris à l'école, je fais ma boucle, je fais ma petite boucle avec un index, et pour chaque élément de ma liste, je prends mon élément, je mets +1, je le remets dans la liste, et je fais tous mes petits tours de boucle, j'ai construit ma boucle à la main, etc. Dans la deuxième fonction, là on a une méthode plutôt fonctionnelle de le faire, et là c'est une méthode qu'on appelle déclarative. Quand on parle d'un algorithme, d'un algorithme qui est écrit de manière déclarative, c'est en fait plutôt que de se concentrer sur comment on fait, on va plutôt se concentrer sur qu'est-ce que ça fait. On a des mots à connaître à la base pour savoir le vocabulaire qu'on a sous la main. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va essayer d'écrire des phrases. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, la fonction .map que j'utilise ici, c'est une fonction, c'est simplement qui prend en paramètre fonction. Ce qu'il y a dedans, ça va prendre un élément de ma liste et je vais appliquer une transformation sur cet élément de ma liste. Du coup, là, si je lis mon deuxième programme simplement, c'est je prends ma liste et je transforme ces éléments en leur ajoutant +1. Ok? C'est clair? N'hésitez pas à m'arrêter. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, si j'explique mal, il faut me le dire. D'accord. Là, on a un deuxième exemple. Donc, c'est le même principe. Là, cette fois-ci, on a une fonction qui permet de récupérer les éléments pairs dans une liste. Et donc encore une fois, les deux font la même chose. On a la partie procédurale où je vais créer une liste d'éléments pairs. Ensuite, je vais boucler sur ma liste que j'ai reçue en paramètres. Et pour chaque élément, je prends mon élément. Si son module A2 égale à 0, donc s'il est pair, je l'ajoute dans ma liste temporaire et je retourne ma liste. Et du coup, deuxième code, cette fois-ci en fonctionnel. Donc nouveau mot-clé à apprendre, filter. Et là, filter, c'est simplement, comme ça l'indique, ça va filtrer des valeurs. Donc je ne garde ici, je prends ma liste et je vais filtrer tous les éléments qui sont pairs. Ok? Encore une fois, n'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Ok. On avance, on arrive au bout. La composition. C'est encore une méthode un peu assez à la base. C'est en fait, quand on est en programmation fonctionnelle, on va essayer de faire des petits modules qui sont réutilisables, des briques de Lego qu'on va pouvoir venir emboîter ensemble pour faire des algorithmes. Là, je vous ai mis un exemple en fait où là, c'est la somme, en fait, cette fonction-là, c'est la somme des deux fonctions qu'on a vues juste avant. Donc là, la liste, on va prendre les éléments pairs de la liste et on va tous leur rajouter +1. Et du coup, même chose. Là, par rapport à celle en procédural, par rapport à juste avant, on a simplement rajouté un petit +1 au moment de l'ajouter dans la liste des éléments pairs. Et à côté de ça, en fonctionnel, comme j'expliquais, on va essayer de faire des petits modules. Donc j'ai un petit module, j'ai une fonction isEven
qui dit si oui ou non l'élément est pair. J'ai une fonction incre qui va juste mettre +1 sur une valeur que je lui passe. Et du coup, simplement, à la fin, j'ai ma liste. Je filtre les éléments qui sont pairs et je transforme pour incrémenter. Ok? Ok. Voilà, donc la composition, on fait des petits modules simples pour avoir à la fin des modules plus complexes. Ça facilite la réutilisation de code et surtout c'est plus simple de tester les plus petites parties que l'ensemble. Si je vous remonte rapidement, écrire un test unitaire pour la fonction isEven et pour la fonction incre, c'est quand même plus simple que de devoir tester le gros morceau là où il y a beaucoup de choses imbriquées. L'intérêt de découper en petits morceaux, c'est on va pouvoir gérer chaque petit morceau un par un et on peut tout à fait après ensuite tester l'ensemble, mais ça nous permet d'accéder plus facilement à nos éléments et de les tester plus facilement. Ok. Dernier point d'explication de définition, programmation par type. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui va un peu plus loin, où on va encapsuler, on aime bien faire en programmation fonctionnelle, c'est encapsuler nos valeurs dans des types qui vont répondre à des lois données. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Là ici, vous voyez, dans mon exemple de code, j'ai écrit une fonction divisée. Ok, elle prend 2 paramètres, un numérateur, un dénominateur. Ok, très clair. Et je vois que mon dénominateur, il a un type non-nullable int. En fait, en programmation fonctionnelle, on va bien aimer créer des types, on va leur mettre des propriétés. Là, mon type, je ne peux déclarer cette variable que si elle contient un entier qui n'est pas nul. Et du coup, à la compilation, quand j'ai ma fonction divisée, je sais que les valeurs que je lui passe, ça ne peut pas être un 0 parce que mon type va me permettre de mettre cette restriction et dès la compilation, si mon programme compile, je sais que je n'ai pas passé de 0 dans cette fonction. Donc là, j'imagine que c'est assez clair l'intérêt de faire ça. Du coup, on évite les problèmes. Si après, on va voir un peu plus loin des méthodes pour éviter les valeurs nulles. Et on va, avec toutes ces petites méthodes, on va s'éviter les pépins du quotidien et moins se prendre la tête quand on développe nos projets. Ok. Donc là, j'ai un peu expliqué déjà, donc je fais un petit peu le point. On a fini une première partie. Je fais un petit peu le point pour résumer ce qu'on a appris. La programmation fonctionnelle, ça nous permet d'écrire des programmes plus concis et expressifs. Donc là, quand je parle de ça, je fais le parallèle entre procédural et déclaratif. On aime bien avoir des programmes en programmation fonctionnelle où quand on lit le code, c'est le code parle avec les noms des fonctions, avec les enchaînements. Quand on est habitué, on va vraiment avoir quelque chose de très explicite. On se concentre sur qu'est-ce que fait notre algorithme plutôt que comment notre algorithme doit fonctionner. Et du coup, en faisant tout ça, quand on lit du code, on va comprendre le but des algorithmes qu'on réalise plus facilement. Et du coup, j'en ai parlé, on facilite les tests de notre programme. Ok. Ça va jusqu'ici? Ça vous semble clair? Super. Ok. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler de Vavre. Donc là, je vous ai mis une belle photo de leur logo. Ils ont fait une belle blague où Vavre va retourner votre Java. Et du coup, c'est de là que vient le nom de la librairie. Hop. Alors donc Vavre.io, les principes. Donc l'objectif de la librairie, c'est de simplifier l'écriture de programmes fonctionnels en Java. Comment elle fait ça? Elle nous fournit des connexions immutables. Donc toutes les collections qu'on a l'habitude d'utiliser en Java, voilà, les listes, les maps, etc., ils vont avoir écrit les mêmes éléments, mais qui seront immutables, avec une API qui est réfléchie pour être utilisée dans un contexte immutable et dans un contexte fonctionnel. Donc on a aussi des fonctions supplémentaires, on va le voir tout à l'heure, mais il y a des fonctions, la librairie de ces collections est enrichie par rapport à ce qu'on a d'habitude en Java. Et il fournit aussi des fonctions et structures de contrôle. Donc ça, on va le voir un petit peu moins, mais on va parler, par exemple, si vous avez déjà entendu parler de pattern matching. Donc c'est des structures où c'est comme un switch, mais en plus performant ou avec plus de fonctionnalités. Ça, Vavre, du coup, va nous apporter ça, ce qu'il n'y a pas en Java de base. Et il y a d'autres outils qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais vous pourrez fouiller si vous êtes curieux. Ok, donc je vais vous parler des collections, donc quelques collections qu'on va utiliser après dans notre live coding. Et donc des petites fonctionnalités de base qui sont en programmation fonctionnelle, c'est vraiment les briques du quotidien. C'est des choses qu'on utilise tous les jours et qui nous permettent d'avoir des programmes plus explicite et plus simples. Donc la première collection, options, ça parlera à ceux qui ont déjà utilisé les optionnables en Java. Option, du coup, c'est un type. Donc rappelez-vous tout à l'heure les non-nullable int. Là c'est le même genre. Option, ça peut avoir deux valeurs, soit somme si elle contient quelque chose, soit non si elle ne contient rien. Et donc ça, quand je vous avais utilisé tout à l'heure l'arrêt qu'on n'utilise plus les null pointers,
Voilà, ça c'est un outil qui nous permet d'éviter les null pointers. Si j'encapsule mes variables dans une option parce que je sais qu'elle est potentiellement nulle, l'option va, quand elle prend un nul, elle va se transformer en none. Quand elle prend une valeur qui n'est pas nulle, elle va se transformer en somme. Et du coup, à tout moment, je peux savoir est-ce que j'ai une valeur. En fait, j'ai pas besoin de m'inquiéter si ma valeur est présente ou pas. Avec tous nos petits outils qu'on utilise derrière, on peut on peut ne plus se soucier de voir si nos valeurs sont nulles ou non. On n'a pas besoin de faire if ma valeur égale nulle. Voilà, on a toutes des structures de contrôle qui nous permettent d'éviter cette verbosité et de simplifier nos algorithmes. On a son petit copain d'option, c'est le either. Donc le either, un peu de la même manière, il a deux valeurs possibles, le right et le left. Le right, c'est quand ma fonction a fonctionné, donc elle va retourner une valeur, donc cas classique. Et le cas left, c'est quand ma fonction a échoué. Donc si par exemple j'ai besoin d'une fonction qui me retourne une erreur métier, si je lui passe une entrée et que derrière je dis ah oui non, quand j'ai cette valeur, par exemple je sais pas, on veut rentrer un âge, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, et l'utilisateur m'a rentré un âge négatif. Bah du coup je pourrais leur envoyer un left avec mon erreur métier, l'âge doit être compris entre voilà, puis des valeurs. Et du coup pareil, c'est des outils où on va pouvoir avoir des fonctions et des structures de contrôle dessus pour pouvoir ne pas forcément se soucier de ce qu'il y a dedans, mais on va pouvoir composer toutes ces structures pour construire nos algorithmes. Et enfin, un petit dernier, le try, qui au final, c'est exactement comme les either, mais c'est simplement que ça va permettre de gérer, plutôt que des erreurs métiers donc on a faites nous-mêmes, ça va pouvoir gérer des throwables. Et du coup, pareil, succès quand ça fonctionne, failure quand il y a un throwable. Donc ça, c'est une structure, c'est une collection qui va nous permettre d'être utilisée à la place des try-catch. Et les try-catch, c'est souvent assez casse-pied utilisé. On envoie des exceptions, on a des erreurs au runtime, on ne sait pas où c'est catché. Et du coup, l'intérêt des try, c'est que quand j'ai une fonction, si ma fonction retourne une valeur qui est de type try, bah je sais que ma fonction, elle peut échouer déjà. Et ensuite, si ma valeur, j'ai un try et ensuite je traite le try, bah du coup, j'aurai plus forcément un try derrière et je sais que du coup, bah, ma valeur n'est plus une valeur qui échoue parce que j'aurai éliminé mon try. Et ça, on va pouvoir voir après comment on fait. Ok. Du coup, maintenant que je vous ai présenté les petites collections, on va pouvoir parler des petites fonctions qu'on utilise en général sur tout ça. Du coup, la fonction map, donc on l'a déjà vu tout à l'heure, donc je remontre rapidement. La fonction map, ça nous permet de transformer les éléments, bah, du coup typiquement d'une liste. Quand j'ai une option, si je veux modifier ma valeur qui est dans somme, je vais faire .map. Si j'ai un either, si je veux modifier ma valeur right, je vais faire .map. Et dans une liste, je fais .map, ça me permet de transformer ce qu'il y a dedans. Ok. Ok. Flatten. Ok, donc ça c'est simplement une fonction utilisateur. Vous ne la trouverez pas dans Vavre, mais c'est une fonction que je vais vous expliquer et ça va vous aider à comprendre le concept. Flatten, c'est très simple. C'est quand j'ai une collection qui est inclue dans une autre, donc par exemple une liste dans une liste, une option dans une option, un either dans un either. Flatten, ça va pouvoir remettre tout ça à plat, comme le nom l'indique. Donc par exemple, là, si vous voulez regarder l'exemple, sur mon exemple, j'ai une liste qui contient deux listes, une qui a 1 et 2 et l'autre qui a 3 et 4. Si je fais flatten, je vais avoir une seule liste, 1, 2, 3, 4. Ça va? Tout le monde comprend ce que ça fait? Cool. Et du coup, ça me sert à vous expliquer flatmap. Flatmap, c'est simplement .map, .flatten. Ok. Du coup, là, on voit, j'ai fait une fonction reiterate list elements. Donc, j'ai une liste et en fait, je veux doubler les éléments qu'il y a dans la liste. Donc, par exemple, si j'avais une liste avec 1, 2, 3 dedans, à la fin, je vais avoir une liste qui fait 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ok. Mais là, du coup, comment je fais ça? Bah, j'ai ma liste. Si j'ai juste fait un .map et que dedans, je retourne un liste avec deux nombres, bah, du coup, j'aurais eu liste de listes. C'est pas pratique à utiliser. On fait flatmap, ça remet les listes à plat. Ok. N'hésitez pas hein, si c'est pas ok. Ok. Et celui-là, donc là, le point costaud, je vais vous demander d'être concentré. Le point costaud de la présentation. Le point fold. Ok. Le point fold, donc ça permet de transformer le contenu. Donc j'ai mis monade, j'aurais pas dû mettre ce mot, mais c'est les collections. Permet de transformer le contenu d'une monade. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez dans mon exemple, il y a fold, fold left. Fold left, c'est simplement quand j'ai une liste, fold left, je la prends de gauche à droite, fold right, je la prends de droite à gauche. Ok, c'est un détail.
Donc list fold left, ça prend en paramètre une valeur. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est le premier paramètre, c'est le type de ce que je vais avoir en sortie. Donc là, je vois, j'ai un 0, donc ok, on parle d'entier. Cette valeur, ce 0, on va appeler ça un accumulateur. Et en fait, un peu comme dans map, je vais itérer sur chaque élément de ma liste, mais au lieu que quand je fais map, j'ai simplement le contenu de ma liste, donc la variable item, là j'ai aussi l'accumulateur que je vais garder avec moi à chaque fois que je passe dans un élément de la liste. Et du coup, bah là on peut comprendre que ma fonction, là elle est en train de c'est marqué, elle s'appelle sum. Donc là mon but c'est d'additionner tous les éléments qu'il y a dans la liste. Donc si imaginons, j'ai dans ma liste, j'ai une liste qui contient les valeurs 1, 2, 3, j'ai mon accumulateur qui vaut 0, bah premier élément je vais faire 0 plus 1, ok. Deuxième tour, mon accumulateur vaut 1, 1 plus 2, 3, on avance, mon accumulateur vaut 3, 3 plus 3, 6. Et du coup on est d'accord qu'une liste où il y a 1, 2, 3, ça fait 6 quand on additionne tout. Ok. Ok. Ça, là, c'est vraiment important. On va l'utiliser pas mal après. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous pouvez me dire aussi que ça vous semble moyen clair, mais quand on va l'utiliser, ça ira mieux? Ouais. Est-ce que j'ai des yeux dans le vague? Ok. Bon, on va passer à la pratique, ça va être plus parlant. Ok. On va voir. Ceux qui ont la référence à ça, vous êtes des belles personnes. Ok. On y va. Alors, pour vous faire cette petite démonstration, j'ai trouvé un code kata qui s'appelle Yahtzee. Donc ça correspond au jeu du Yams, au jeu du Yahtzee, pour ceux qui connaissent. Donc j'imagine la plupart vous devez connaître, je réexplique rapidement. Le Yams, du coup, c'est un jeu où on lance des dés, on fait 3 lancers, et le but, ça va être de faire des figures particulières. Par exemple, si je fais sur mes 3 lancers, j'arrive à faire une paire de 6, bah, je vais dire, ok, je fais la paire de 6, et je vais marquer des points, donc bah, 6 plus 6, 12 points. Je peux faire, voilà, il y a plein de trucs, donc là, on peut voir les noms des fonctions. Chance, c'est quand bah, j'ai pas fait de figure particulière, j'additionne mes points. Yahtzee, c'est quand on a les 5 identiques. Si on a des figures, c'est les 1, bah, c'est par exemple si j'ai réussi à faire 3 1, c'est 3 points. Et en fait, l'astuce, c'est qu'on a le droit de tous les faire, on a le droit de les faire une seule fois. Donc si je dis que je fais chance sur mon lancer, bah chance, j'ai plus le droit de le refaire après. Ok, tout le monde connaît les règles? Mon explication a suffi? Ok. Ok. Donc on se remonte les manches. C'est parti. Ok. Donc là, le programme, en fait, il fonctionne déjà. Si on lance les tests, hop, il y a une petite suite de tests. Les tests, bon, ça teste simplement des valeurs. On voit que les tests, ils passent déjà tous. Mais l'intérêt, c'est que là, le code, il est écrit de manière procédurale et on va essayer de transformer ça en orienté objet. Donc déjà, j'ai fait, pour simplifier la vie quand même, j'ai préparé un petit peu mon coup avant. Et plutôt que de faire passer les valeurs des dés en paramètres, je vais plutôt passer une classe roll où j'ai une liste de dés. Donc ça, j'ai simplement fait ça pour que ce soit un peu plus sympa à utiliser. Et la toString quand j'ai débugué avec les println quand je faisais mon truc. Ça, on connaît. Et ok. Du coup, chance. Donc là, ce que je vous expliquais, donc chance, quand on choisit chance, bah, c'est simplement on additionne les valeurs de nos dés. Ok. Donc là, j'ai un roll. Et du coup, je vais additionner les valeurs de mon dé. Bah, du coup, je vous ai montré juste avant comment on faisait pour coder une fonction sum. Et du coup, qui est-ce qui veut me le dire comment on fait? Non, je déconne. On a une fonction .sum sur les listes. Quand je vous ai expliqué tout à l'heure que les collections, donc là, comme je vous ai montré très rapidement, mais ici, on a la liste ici, c'est une liste de Vavre. Et les listes dans Vavre, on a en fait, on a vraiment beaucoup de fonctions en plus qui nous simplifient la vie, qui permettent en fait, les options classiques sur ce type de collection. Et ça nous simplifie la vie et d'avoir des programmes plus expressifs. Là, je pense que vous êtes d'accord que appeler une fonction sum sur une liste, ça va, on est bien. Pourquoi il n'est pas content? Ah oui. Voilà, parce que c'est un number. Ok. Ça va? Ça va, super. Maintenant, Yahtzee. Yahtzee, c'est quand on a 5 fois le même chiffre. En fait, oui, j'ai pas précisé, on a 5 dés qu'on lance. Et du coup, j'ai fait par exemple 5, 6, 5, 2, 5, 3, enfin voilà, etc. Et ça nous rapporte 50 points quand on réussit à faire ça. Ok. Du coup, ce que je veux faire, bon déjà je vais passer, hop, je vais avoir mon petit rôle.
Ok. Du coup, ce qu'on veut, en fait, c'est vérifier quand on a tous nos dés qui sont identiques. Comment on peut faire ça? Bah, j'ai mes dés. Je peux me dire, du coup, si je prends ma liste de dés et que bah, j'en ai, en fait, s'ils sont tous identiques, ça veut dire que j'ai une seule valeur différente dans ma liste. Du coup, je peux faire distinct, où là, ça va me retourner ma liste avec un seul élément dedans. Enfin, avec, disons, tous les éléments, il va retirer les doublons. Et je regarde la longueur de ça. Si la longueur est 1, ça veut dire que j'ai réussi mon Yahtzee. On est d'accord? Ok. Et du coup, bah, simplement, là, on fait à l'ancienne. Égal 1. Bon, je peux... Ouais, vas-y, vas-y, on va faire comme ça. Return 50. Else. Return 0. Ok. Certains me feront peut-être remarquer que j'ai mis un else alors que j'avais mis un return avant. Vous pouvez le faire remarquer. En programmation fonctionnelle, pareil, donc on aime bien être très explicite, on aime bien quand les noms de nos fonctions sont parlants, et on aime bien aussi quand toutes les alternatives de notre code sont explicitement citées. Là, effectivement, mon else, il n'a aucun intérêt pour avoir en termes de résultats, mais quand je lis mon code, bah, j'ai if else, ok, j'ai pas besoin de m'inquiéter qu'il y a des returns dedans, je comprends un petit peu plus facilement mon code. Ok. Du coup, ones, très bien. Du coup, maintenant, donc là, ce lancer là, c'est combien j'ai de 1 dans mon lancer. Comment on peut faire ça? Combien j'ai de 1 dans mon lancer? Est-ce que... Attends, je vais juste vérifier un truc. Ok. Ok. Ah. Tac. Ok. J'ai triché pour voir la suite, pour me rappeler comment on fait. Ok. Donc là, en fait, ce que j'ai besoin, en fait, on va devoir la faire 6 fois, cette fonction-là. On a combien j'ai de 1, combien j'ai de 2, combien j'ai de 3, etc. 4, 5, 6. Ok. On va factoriser tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude. On se répète pas. Ok. Donc si je prends une fonction, je vais appeler ça comment? Je vais retourner. Tout est statique, on va mettre statique. J'ai une map, je vais retourner une map. Je pense que je vais mettre en enclé la valeur du dé et en valeur combien de fois ce lancer apparaît dans ma liste. Ok. Donc j'importe ma map, super. Et je prends un rôle en entrée. Super. Qu'est-ce qui lui plaît pas? C'est ça qui lui plaît pas? C'est pas ça qui lui plaît pas. Pardon? Ah, ma fonction n'a pas de nom, c'est pas faux. Du coup, on va appeler ça count occurrence in roll. Ok, super. Je suis pas le plus grand nommeur de fonctions, mais ça fera l'affaire. Ok, du coup, comment on peut faire pour compter le nombre d'itérations dans une fonction? Je vous ai expliqué tout à l'heure une fonction qui permet qui permet d'accumuler des valeurs au fil de sa liste, de pouvoir construire une valeur en parcourant sa liste. Est-ce que vous vous rappelez c'était quoi la fonction? C'est exactement ça, c'est fold left. Donc là, on va expliquer, donc fold c'est un petit peu, ça, voilà, c'est la fonction un petit peu dodue, un petit peu compliquée à comprendre, donc on va y aller tranquillement. Donc moi ce que je veux en sortie de ma fonction, c'est une map entier. Ok. Du coup, mon accumulateur, on a dit, c'est le même type que le résultat de mon fold. Bah, du coup, je vais pouvoir faire une map, ok. Je veux... Ah oui, pardon. Faut un type concret quand même, on n'est pas des bêtes. Je vais faire une map qui est vide. Et ma map, je vais mettre le type entier. Ok. Et mon deuxième paramètre, donc on avait dit c'est l'accumulateur. Puis ensuite, donc là ça va être un dé. Et après il faut faire des trucs avec ça. Ok. Du coup, quand je suis en train de parcourir, donc pour rappel, donc j'ai ma map, ok, hack là, c'est une map qui est vide. Je regarde mon premier dé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais regarder dans ma map. Est-ce que je trouve le dé? Pourquoi il n'est pas content? Ça va pas là? Je sais plus.
Je sais jamais ça. Bon, voilà. C'est pas faux. Hop, bien vu. Bien vu. Ça, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Dans l'autre langage, c'est pas pareil. Ok. On a rattrapé nos petits. Donc, hack, c'est une map. Ok, donc je fais .get. Ça retourne quoi, .get? Ça retourne une option. Bah oui, parce que dans ma map, je sais pas si je vais avoir la valeur que je get ou pas. Et du coup, comme on n'aime pas les nuls en fonctionnel, ça retourne une option. Du coup, bah, on va se dire... Ah, il donne la réponse tout de suite. Donc je fais mon option, j'ai une fonction, si je fais .get dessus, ça va me donner de la valeur qu'il y a dedans. Mais s'il n'y a rien dedans, ça va me donner un nul. Mais j'ai une super fonction, get or else. S'il y a quelque chose dans mon option, tu me le donnes. Sinon, tu me donnes 0. Pourquoi 0? Parce que dans ma map, pour l'instant, elle est vide. Et du coup, par exemple, imaginons, là, je suis en train de regarder le D1. Bah, du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore noté le D1. Du coup, je l'ai trouvé 0 fois. Et là, maintenant, donc ça, je sais pas, on va dire, comment on va appeler ça? Int count, je sais pas. Voilà, je suis pas très imaginatif. Et derrière, on va retourner, du coup, j'ai ma map. Je vais lui ajouter. Bah, du coup, la clé, c'est le D. On a dit que c'était la valeur du D. Et combien j'en avais déjà avant? Bah, je lui mets plus 1, parce que là, je viens d'en trouver un en plus. Ça va? On est OK? Et bah voilà, c'est fini, ça marche. Alors, on repasse dessus tranquillement. Tu dis? Ok. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que tout le monde a compris ce qui se passe là? Levez la main, pas très haut si vous voulez pas que vos camarades se moquent de vous. Mais est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Ok. Tu m'arrêtes quand c'est pas clair. Ok. J'ai mes dés. Je vais parcourir. Ok. Je veux prendre une map et la remplir avec les éléments qu'il y a dans ma liste. Donc, je crée ma map, je la mets vide, parce qu'au début, bah, ma map elle est vide, j'ai pas encore commencé à parcourir. Pour chaque élément qu'il y a dans ma liste, je vais exécuter cette fonction-là. Cette fonction, à chaque fois, je vais lui passer mon accumulateur. Et en fait, ce que je retourne, c'est vrai que j'ai oublié un détail, ce que je retourne dans ma fonction, c'est la nouvelle valeur de l'accumulateur. Parce que à chaque tour de mon fold left, à chaque itération de mon fold left, en fait, je vais dire ton accumulateur, maintenant, il a cette valeur-là. Imaginons, on va dire mon rôle, c'est 1, 2, 1, 2, 1. Ok. Premier tour, l'accumulateur est vide. Du coup, count, ici, ça va me donner 0. Parce que le 1, mon premier, c'est le 1. Je ne l'ai pas encore trouvé. Du coup, dans mon accumulateur, je vais lui rajouter la valeur du dé 1. Et je vais dire, je l'ai trouvé 0 plus une fois. Donc, j'ai trouvé une fois. Ok. Deuxième tour, ma map, c'est une map 1. Je l'ai trouvé une fois. Ok. Et là, maintenant, dice vaut 2. Donc, pareil, 2, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, 0. Je vais mettre 2 et 1 dans ma map. Donc là, maintenant, dans ma map, j'ai en clé 1 en valeur 1 et j'ai 2 en valeur 1. Ok. Troisième tour. Maintenant, on est sur le 1. À pareil, bah là, hack.getDice, getOrelse, bah là, je l'ai déjà 1 dans ma map. Il vaut 1. Donc là, count, ça vaut 1. Je vais dans ma map, je vais mettre 1 et en valeur 1 plus 1, 2. Du coup, on a la map, il faut 2. Et après, de la même manière, j'ai encore un 2. Du coup, ici, je vais avoir 2. Et ici, 3. Ok. Donc pour ce rôle-ci, la map, elle vaut ça. Ok. Ok. Donc maintenant, on a une fonction qui sait nous dire combien on a trouvé chaque valeur dans un rôle. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré ce petit détail, mais là peut-être certains auront peut-être remarqué. Jonathan, il nous a dit les collections avec Vavre, elles sont immutables, donc on peut pas changer leur état. Donc une map, si on fait .put dedans, bah du coup ça veut dire qu'on a changé l'état de la map, donc ça marche pas. Et bah le twist il est là. En fait, hack.put, ça va pas venir modifier mon accumulateur, ça vient créer une nouvelle variable, ça vient me créer une nouvelle map avec les nouvelles valeurs. Là ici, si je regardais ça, après avoir fait ça, si je regarde la valeur de hack, elle n'a pas changé.
c'est simplement au fil des tours, en fait, mon hack il est remplacé par le nouveau que je construis. Ok? Donc là, c'est à ça que ça servait quand je vous ai parlé tout à l'heure d'immutabilité, que c'était barbant, c'était à ça que ça servait. Ok, donc maintenant je sais compter combien il y a d'occurrences dans un rôle. Bah, du coup, maintenant, savoir combien il y a de 1 dans un rôle, bah, c'est facile. Quand en l'occurrence in rôle, R, et donc ça va me donner ma map. Ah oui, pardon, j'ai pas passé mon rôle ici. Rôle, R. Et du coup, bah là, bah, dis-moi, .get, bah, le chiffre 1, combien t'en as. Et du coup, ça va me donner. Donc ça, pareil, ça me renvoie une option. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est get or else. Parce que les options, c'est sympa, c'est pratique, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie. Donc là, get or else. Si tu le trouves, donc là, il est bien, et les noms des paramètres sont bien nommés. Si tu trouves la clé 1 dans ma liste, tu me donnes, dans la map, pardon, tu me donnes ça. Si tu la trouves pas, tu me donnes 0. Donc ça va me dire combien j'ai d'occurrences de 1 dans ma liste. Et je multiplie par le nombre de points que rapportent les chiffres. Donc là, c'est les 1. Ça rapporte 1 point par 1 dans mon lancer. Et voilà. Ok? Donc là, il n'est pas content parce qu'il me dit me multiplier par 1, ça sert à rien, c'est un peu bête. Oui, mais c'est pour expliquer. Ok. Et du coup, ça vous va? Une question. Ouais. Concernant ce que tu as dit à propos de la méthode float, Ouais. créer une nouvelle map. Ouais. Est-ce que ça n'impacte pas la performance si on considère par exemple, on arrive à une map qui contient 1000, 10 000, 10 000 entrées Hmm. et on doit créer une nouvelle map qui contient tous ces éléments. Est-ce que ça Ouais. n'impacte pas Alors, oui, dans l'idée, oui. Mais en fait, les compilateurs, ils vont être assez malins sur ça. Ils vont voir qu'en fait, ta variable, en mémoire, il va voir que c'est la même que l'autre variable. La première variable, tu vas la garbage collecter. Et du coup, il se dit, bah c'est bête, cette variable, je vais pas la recopier en fait. C'est simplement, en fait, il va s'arranger avec les adresses mémoire. Et il va réussir à simplement se dire, bah cette liste-là, cette map-là, en fait, c'est la même que l'autre. Et avec cette case-là en plus. Et du coup, il arrive à optimiser comme ça. Mais effectivement, ça, c'est une remarque qui me permet d'introduire aussi un autre concept, c'est la programmation fonctionnelle. Alors, des fois, certains vous diront ça, enfin, vous le diront, mais c'est pas une religion. Des fois, on a l'air un peu religieux quand on parle de ça. On a un dieu de la programmation fonctionnelle, mais c'est pas toujours la bonne solution. La programmation fonctionnelle, c'est un outil qui nous permet de coder des programmes plus sûrs, des programmes plus simples à comprendre et des programmes plus facilement testables. Mais la programmation fonctionnelle, c'est pas la solution dans tous les cas. Et souvent, ce qu'on peut faire, c'est dans des cas où justement, si on a des gros volumes de données, on peut aussi se dire, on va faire du mutable dans un petit espace, dans une fonction, et du coup, je suis dans un petit endroit, je peux maîtriser facilement. Et globalement, mon programme, les fonctions entre elles, là, je suis fonctionnel, immutable, etc. Mais du coup, c'est un équilibre à trouver entre, là, si tu vois, si je la développe en mutable, une fois que je suis sorti de cette fonction, ça se voit plus que c'est mutable. Parce que tant que je lui sors une collection immutable à la sortie, pas de problème. Ok? Ça répond à ta question? Cool. juste Ouais. un détail. Tu as parlé de compilateur. En fait, en runtime, c'est le JIT qui va charger et optimiser le codage. Donc là, c'est la JVM qui prend un peu tout ça. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Un peu plus précis que moi. Merci. Ok, on y retourne. Du coup, bah maintenant qu'on a fait les 1, bon, je vais pas y passer 5 ans, mais maintenant qu'on a fait les 1, bah si on veut faire les 2, ça va être simple. Ça va être roll R. Ok. Maintenant, moi, ce que je veux que tu me comptes, c'est les 2. Et quand je trouve un 2, ça vaut 2 points. Ok. Ça va? Ok. Bon, on va pas s'amuser à faire les 6. On va plutôt profiter du fait que j'avais anticipé le truc un petit peu, un minimum. Et qu'on peut passer à la suite tout de suite. Ok. D'ailleurs, donc, j'avais été un peu. Voilà. On a toujours la même fonction. Vous voyez que j'ai toujours la même chose. J'ai juste fait jusqu'à 6. Là, je l'ai mise. Ouais. J'ai fait la même chose. J'ai fait une dernière. Ok. Ok. Très bien. Ça va jusqu'ici? Pas trop barbant? Un petit peu. Ok. Score pair. Donc là, c'est un peu plus intéressant. On va se rappeler pourquoi je vous ai expliqué la composition. Score pair. Donc là, c'est le but de ce jet là, c'est dans un rôle, si j'ai fait au moins une paire, j'ai le droit de scorer ça. Et mon score, ce sera la somme des 2 dés qui sont dans la paire. Donc, comment on peut faire ça? Ok.
Du coup, c'est le trou. Bon, on va réfléchir comment on ferait ça. On a plusieurs manières de le faire. Si on veut, si vous faites une fonction sur les listes, souvent les fold left ça va bien marcher. Moi j'ai envie d'avoir les paires. Du coup je pourrais me dire NB occurrence, ah bah c'est exactement ça qu'il faut faire en plus. On pourrait se dire je compte combien j'ai d'occurrences d'un chiffre, mais là du coup ça je sais pas quel chiffre je veux. Et ensuite je veux qu'en avoir deux occurrences. Et si j'ai au moins deux occurrences, on est bon. Ça vous va? Ça va? Mais là le souci c'est que NB occurrence là ça va me dire ok combien de fois le truc combien de fois le chiffre y est, mais moi je sais pas le chiffre que je veux. Là c'est juste un 2. Du coup on va devoir se débrouiller un petit peu autrement. On pourrait refaire un fold left, mais les fold left c'est un peu la galère. Enfin c'est un peu la galère, et disons que je pense qu'on peut être plus malin que ça. Du coup on a nos dés. On va, si on se dit qu'on va ouais. Bon, je suis désolé, j'ai un petit trou. Je me rappelle plus comment j'ai fait. Je vais aller regarder vite fait. Tac. 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 Hop. Ok. Je l'avais fait sur le truc. Ok. Je l'avais fait différemment. C'est pour ça que je m'en sors pas. Ok. On va retourner sur la fonction compter les occurrences. Ok. Ouais. Ok. Désolé, je diverge. Très bien. Du coup, les dés. Là, j'ai rajouté une fonction sur le roll. Une fonction qui va me permettre de compter. Bah là, en fait, c'est juste pour chaque valeur combien j'en ai. Ok. Là, j'ai pas besoin cette fois-ci de demander si je veux les deux, combien j'ai de 2, combien j'ai de 3. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Ok. J'ai mon map.put, j'ai la valeur. Je get combien j'en ai mis dans mon truc. Et je fais plus 1. Ok. On a la même chose. Et derrière, bah du coup, j'ai ma map avec combien de fois chaque chiffre apparaît. Ici, j'ai fait une petite fonction NB of kind, donc combien de fois je trouve. Là, si je veux trouver une paire, donc je veux trouver 2 fois une valeur. Et ça, c'est le nombre de groupes que je veux avoir, le nombre de paires que je veux trouver. Donc si j'ai par exemple, on parlait de paires, mais il y avait aussi la double paire. Et du coup, si je veux double paire, je veux 2 fois un élément et j'en veux 2 groupes. Ok. J'ai mon nombre d'occurrences de dés. Je vais filtrer. Je vais dire combien j'ai de valeurs dans mon lancer, où il y en a au moins 2 dedans, si mon inB similar vaut 2. Je récupère les dés pour lesquels c'est le cas. Là, je transforme en liste parce que les listes, il y a des fonctions un peu plus cool. Et je les trie. Parce que du coup, là, ouais, j'aurais dû passer par l'étape, c'était un peu plus clair. Je suis désolé. Hop. Ouais, ok. Je vais le faire en un peu plus simple. Hop. Hop là. Ok. Donc là, ce qu'on se disait, on veut scorer une paire. Du coup, j'ai une map avec, pour chaque valeur, combien je la trouve 2 fois dans la map. Je vais filtrer. On a dit filtrer, si on garde toutes les valeurs qui respectent une condition. Donc là, dans ma map, je vais trouver toutes les valeurs. Là, c'est la clé, la valeur. Tous les cas où la valeur est supérieure à 2. Donc tous les dés pour lesquels on les trouve au moins 2 fois. Ok? J'ai retrouvé mes petits. Je garde les clés, parce que ce qui m'intéresse, c'est les valeurs des dés. J'en fais une liste. Et du coup, le truc, c'est que... Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ok. Le truc, c'est que quand je score une paire, si j'ai un lancer où il y a une paire de 6 et une paire de 5, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt scorer la paire de 6, parce que ça va faire plus de points. Ok. Du coup, j'aimerais trouver la valeur qui est la plus grande dans la liste. Donc, soit je peux faire ça avec un max. Ok. Mais ça, c'est un petit peu triché. Soit, ce qu'on peut se dire, c'est que ma liste, j'ai une fonction qui la trie. C'est un peu triché, mais un peu moins, donc ça me va. Je vais la trier. Du coup, si par exemple, je reste sur mon exemple, paire de 5, paire de 6, donc je vais avoir dans ma liste, il va y avoir 5 et 6. Ce qui m'intéresse, c'est le 6. Ok, je retourne ma liste. Et je vais prendre le premier élément. Parce que ce qui m'intéresse, du coup, c'est le plus grand, donc je vais prendre mon premier élément. Ok. Voilà. On revient, je suis désolé, j'ai un peu perdu mes petits, mais on s'y retrouvait. Ok. Donc là, si on repart de 0,
j'ai compté combien de fois j'avais chaque valeur dans ma map, j'ai gardé tous les chiffres qui apparaissent au moins 2 fois, je fais des petites transformations, je trie, j'inverse, j'en prends un. Donc là on peut voir, quand je vous ai parlé tout à l'heure de composition, ça c'est un exemple très concret. Et ça c'est pas bon parce que ça va me donner le... Déjà ça c'est parce qu'il veut, quand on prend 1, ça va me donner toujours une liste. Get or else 0. Donc si j'ai pas trouvé, ça fait 0. Et je fais x2 parce que là ça me donne quel est le dé qui apparaît 2 fois et je multiplie par 2 pour avoir sa valeur en double. Ok? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous n'avez pas compris? Ça va? Ok. Donc je vous passe la suite. NBF of kind, donc vous aurez compris, je pense. C'était une méthode pour généraliser ce que je viens de faire, mais sur les scores pairs. Et on va passer très rapidement. Tac. Oui, on va s'arrêter là pour le code. Je pense qu'on a fait assez longtemps. Tac. On va en rester là. Ok. On a codé un petit peu, on a découvert, on a fait nos premiers algorithmes en programmation fonctionnelle, on a découvert un petit peu à quoi ça ressemblait. Ce qu'on a appris, j'espère, vous viendrez me dire après si vous avez appris ça. La APF, c'est un outil pour simplifier la vie des développeurs. Donc, il y a un coût à l'entrée, on est d'accord, parce que c'est une méthode qui n'est pas celle qu'on a apprise à l'école, qui demande de réfléchir différemment. Il y a un coût à l'entrée. Mais l'intérêt, c'est quand on a compris comment ça marche, c'est vraiment, on a la librairie standard qui travaille avec nous pour nous aider et qui a beaucoup de petites fonctions qui vont nous aider, nous éviter en fait les erreurs du quotidien. Moi, ce que j'aime bien dire en général quand je fais la programmation fonctionnelle, c'est un garde-fou pour moi. Quand j'ai une option, ça m'évite de... Tout le temps, ça nous arrive, nos valeurs nulles, on appelle une fonction dessus, on a des null pointers, toujours ça nous arrive. Et bien maintenant, on a des options. Et avec les options, je ne peux pas faire mes null pointers. Et là, cet outil-là, il est là pour moi. Donc voilà, donc c'est vraiment des outils au quotidien pour s'éviter les petites galères. Et derrière, après, il y a des intérêts. Quand on va plus loin dans un programme fonctionnel, il y a des intérêts en plus. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Et du coup, vav.io, librairie qui rend plus simple d'utilisation. C'était assez transparent dans ce que je vous ai montré. Mais au final, c'est ça. C'est simplement les collections. C'est un peu ce que vous avez l'habitude. Les listes, les maps, vous connaissez déjà. Mais il y a des petites fonctions utilitaires en plus qui vous permettent de les utiliser de manière immutable. Et de faire tout ça pour que ça ne coûte pas de gros efforts et que ce soit assez simple. Et du coup, avec tout ça, on fait moins de bugs, on a des raisons plus simples et on passe moins de temps à écrire nos tests. Ok. Voilà, donc après toute cette présentation, donc merci de m'avoir écouté. Et est-ce que vous avez des questions? Ouais. Je ne vois pas bien la différence entre les streams et les collections de VAR. Ouais. J'ai l'impression que comme liste dans VAR, c'est l'équivalent de list.stream dans stream de Java. Ok. Ok. La différence entre ça et les streams, c'est une structure de données très particulière, c'est une liste infinie, un stream de base. Java, ils ont utilisé cette solution-là parce que les streams, ça n'existait pas avant et du coup, ils ont pu créer une nouvelle classe avec les fonctions. C'est là en fait qu'ils ont introduit les API fonctionnelles et transformer une liste en stream. Ça leur a permis du coup d'ajouter toutes ces fonctions, les maps, les filters, etc. L'intérêt de Vavre par rapport à un stream, c'est que l'API a été pensée pour du fonctionnel par des gens qui savaient faire du fonctionnel. En fait, là, tout ce que je vous ai montré, c'est copier-coller sur l'API standard de Scala. Donc, le langage fonctionnel, lui, qui dès sa naissance était prévu comme ça. Et en fait, tout est un peu mieux pensé. Les options, à l'utilisation, vous verrez que ça fonctionne mieux que les optionnables. L'API est beaucoup moins verbeuse. Dans les listes, là, les listes, j'ai pas besoin de faire justement, tu vois, ce point compile, ce point build sur mes streams. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et donc les streams, j'ai pas encore vraiment utilisé en Java, mais l'immutabilité, etc. En fait, toutes ces notions-là, faudrait voir si ça y est. Mais globalement, voilà, en 2 mots, c'est des collections mieux pensées pour le fonctionnel. Et puis du coup il y a en Java donc il y a les options mais t'as pas le either, t'as pas le try que j'ai pas eu le temps de montrer. Mais voilà, il n'y a pas tous ces petits éléments en plus aussi. Et j'ai effleuré ce qu'il y a dans Vavre. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore vues. Il y a un truc que je peux peut-être vous montrer très vite fait.
C'est ça, je pense. Ok. Ok. C'est ça. Donc là, quand je vous parlais, je vous ai expliqué tout à l'heure le pattern matching. Donc le switch un petit peu plus poussé. Donc ça, c'est Valve qui propose de faire ça. Là, pour vous expliquer très vite fait, catégorie, c'est une énumération avec tous les coups qu'on peut faire au YATS, enfin au YAMS. Et du coup, en fait, là, le but, c'est si je fais une interface avec l'utilisateur, il va me dire quel coup il veut faire. Et derrière, je vais calculer le score qu'il me fait. Donc là, simplement, c'est si ce qu'il m'a donné, c'est ça, alors tu fais ça. Ok, très simple. Là, par rapport à un switch, on est sur des choses qu'on connaît. Mais si, par exemple, je crée une option, option.off, je mets un entier dedans. Ok. Ça, tac, tac, ok. Je peux faire match off.off. Bon, c'est pas très explicite du coup, mais je peux faire par exemple case si c'est un sum. Et du coup, là, ici, je récupère la valeur qui est dedans. Et après, je peux faire quelque chose avec mon entier. Donc là, ici, la valeur que j'ai ici, c'est 1. Case none. Donc là, dans le cas où j'ai rien, je pense que c'est comme ça. Là, ici, du coup, je vais rien avoir. Et je peux faire un autre comportement. L'intérêt des pattern matching, bon là, il manque des imports. Ok. Allez, il veut pas l'importer. Ça doit être ça plutôt. Ok, c'est ça. L'intérêt du pattern matching, en fait, c'est qu'on va pouvoir décomposer nos variables. Là, j'ai mis des sommes, des none, mais je vais pouvoir, par exemple, faire if sum, donc somme de nb, dans le cas où mon nb est supérieur à 2. Là, j'ai plus la syntaxe tout à fait en tête. Mais là, vous pouvez voir assez rapidement que par rapport à un switch, on a des fonctions en plus. On va pouvoir décomposer nos valeurs. Donc, selon si c'est somme des none, pour les try, pour les either, etc., on peut le faire. On peut rajouter en plus des conditions. On peut mettre des valeurs par défaut. Et par exemple, si je fais ça, là c'est la valeur par défaut. Là, je fais autre chose. Donc voilà, c'est tous des petits outils comme ça qui en plus dans Vavre qui vont aider à programmer de manière fonctionnelle. Ça, c'est un truc que j'utilise énormément. En fait, le pattern matching en fonctionnel, c'est l'équivalent de l'héritage en objet à peu près. Et voilà, pour cette partie-là. Ouais. D'ailleurs, le pattern matching, on le voit bien dans des langages qui vont style Rust. C'est limite, il remplace l'héritage. Ouais. S'il n'est pas orienté objet, on utilise ça. Et on voit limite tous les opérateurs, tout ce qu'on a vu ici dans des langages comme Rust. Bah Rust, en l'occurrence, ouais, c'est un langage fonctionnel, mais assez bas niveau. Ouais. Et du coup, il y a toutes ces petites briques de base. C'est pour ça, en fait, les briques que je vous ai montrées aujourd'hui, c'est des briques de base. C'est pas du haut niveau, c'est vraiment des petites. Enfin voilà, c'est des petits outils de base. C'est les if, c'est l'équivalent des if, c'est l'équivalent de toutes ces choses-là. Et ouais, c'est clair qu'en Rust, c'est un truc qu'il a bien poussé. Et voilà, super intéressant à utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bah du coup, de toute façon là on va pouvoir manger un petit peu. Si vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, si vous avez un peu parlé de ce que vous avez fait et tout ça, voilà, n'hésitez pas. Puis surtout, régalez-vous bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez les diapos, donc là on a un petit QR code, vous pourrez venir le scanner tranquillement. Et voilà. Merci à vous.